Soyez les bienvenus dans Économie Le Max sur i24 News. Voici les titres de cette édition. La Chine est-elle à la veille d'une métamorphose économique? Les dirigeants de la deuxième économie mondiale veulent assouplir les barrières à la concurrence et s'attaquer aux privilèges des entreprises publiques. Mais Pékin a-t-il vraiment le choix? Analyse dans un instant et entretien avec un spécialiste de l'économie chinoise, Jean-Joseph Boyau. Et puis nous poursuivons notre série consacrée à la visite cette semaine de François Hollande en Israël. Hier lundi, une partie de la délégation française était à Ramallah à la découverte d'un marché en quête d'investissement. Nos équipes ont rencontré Pierre Moscovici, le ministre français de l'économie. Reportage à suivre dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. L'actualité économique internationale en bref pour commencer et direction les États-Unis avec l'épilogue peut-être dans l'affaire JP Morgan. La première banque américaine en termes d'actifs a accepté de verser plus de 4 milliards de dollars pour indemniser des clients, des particuliers pour solder des poursuites judiciaires liées au scandale des subprimes. Cette somme s'inscrit dans le cadre d'un vaste accord à l'amiable avec le département américain de la justice. Un accord à plus de 13 milliards de dollars au total pour mettre fin à une série de poursuites. Cet accord global doit être officialisé demain, mardi. Il concerne aussi les dérivés de crédits subprimes. Et en la matière, ce montant, 13 milliards de dollars, est le plus important jamais obtenu par la justice américaine pour une seule société. Toujours aux États-Unis, un autre scandale, celui du financier Bernard Madoff. Et là aussi, on parle d'indemnisation, 2,35 milliards de dollars. C'est le montant du fonds d'indemnisation supplémentaire auquel auront accès désormais plusieurs dizaines de milliers de victimes indirectes. De celui qui fut condamné en 2009, on s'en souvient, à 150 ans de prison pour une escroquerie qui portait sur des dizaines de milliards de dollars. Alors il s'agit d'un fonds qui est alimenté par les biens confisqués par la justice américaine auprès d'individus impliqués dans la fraude. Quelques 10 000 investisseurs pourraient du coup être éligible à ce fonds. En bref, signalons que le Dow Jones a franchi hier la barre des 16 000 points pour la première fois de son histoire. Record aussi pour l'indice large Standard & Poor's 500 qui est lui passé au-dessus des 1800 points. Une euphorie qui s'explique par l'optimisme concernant la politique toujours incitative de la Fed, par les bons chiffres aussi de la production manufacturière et des ventes de détail. Les indices ont toutefois reculé en fin de séance, de nombreux investisseurs ayant préféré retirer leurs bénéfices. Un autre sommet historique qui a été atteint aussi hier, c'est celui du Bitcoin, cette fameuse monnaie virtuelle électronique totalement décentralisée. Près de 5 ans après son lancement, elle a donc dépassé les 650 $ sur le site d'échange Mt. Gox. En 10 jours, la valeur du Bitcoin a doublé. Du coup, les autorités américaines s'y intéressent. Hier, une commission du Sénat a auditionné ses promoteurs. Il s'agissait d'en savoir plus sur les risques et sur les promesses des devises virtuelles, souvent accusées de faciliter le blanchiment d'argent. Au final, les avis étaient plutôt positifs. Pour le patron de la Fed, Ben Bernanke, le potentiel existe sur le long terme grâce à la rapidité et l'efficacité de ses moyens de paiement, mais il rappelle que son institution n'a pas vocation à en réguler les échanges. En Iran, c'est sans doute une confirmation de l'efficacité des sanctions économiques internationales. La compagnie nationale du gaz iranien a officiellement annoncé sa faillite. Selon l'agence officielle MER, la Société nationale du gaz d'Iran a accumulé une dette de 4 milliards de dollars. Des officiels iraniens affirment que l'annulation des sanctions contre Téhéran lui permettrait d'engranger 130 milliards de dollars par an en vente de gaz naturel, soit davantage que les revenus liés au pétrole. Enfin, en France, faut-il s'attendre à une grande réforme fiscale dans les prochains mois? Jean-Marc Ayrault ouvre la porte, en tout cas. Dans une interview à paraître, vous le voyez, mardi dans Les Échos, le Premier ministre annonce qu'il recevra les partenaires sociaux dans les prochains jours pour engager une remise à plat de la fiscalité. Trop complexe, quasi illisible, selon lui, le système fiscal français ne convainc pas les Français quant à son efficacité et son équité. Jean-Marc Ayrault qui précise que cette remise à plat interviendra à prélèvement obligatoire constant. C'est un document officiel de 20 pages qui a provoqué il y a quelques jours un vent d'optimisme du côté des investisseurs. Il synthétise les grandes lignes définies à Pékin la semaine dernière par le comité central du Parti communiste au pouvoir. Une vingtaine de réformes jugées significatives par les observateurs. On va se pencher bien sûr sur le volet économique avec des promesses, accélérer la libéralisation financière, donner davantage de place aux banques privées. Alors la Chine prépare-t-elle sa mutation économique? Avant de poser la question à Jean-Joseph Boyau, on regarde ces précisions de Johanna Citruc. La décision a été prise à la suite de la réunion des dirigeants du Parti communiste chinois. La deuxième économie du monde va entamer un programme de réforme. Un agenda qui fixe le cap pour les 10 ans à venir a même été dévoilé.
10 années au cours desquelles le marché devrait prendre de l'importance jusqu'à jouer un rôle décisif dans l'allocation des ressources. Si les mécanismes de marché sont bien construits et la structure industrielle bien ajustée, alors le gâteau sera distribué uniformément. Si notre secteur des services n'était pas si petit et notre industrie si grande, nous aurions eu un bien meilleur système de distribution que ce que nous avons. Donc nous devons compter sur les mécanismes de marché, mais d'autre part, certaines personnes ne pourront pas survivre si nous nous reposons uniquement là-dessus. Nous avons besoin que le gouvernement intervienne lorsque le marché ou les individus ne peuvent assurer l'approvisionnement des produits de première nécessité pour les pauvres. Les réformes attendues devraient ouvrir à la concurrence plusieurs secteurs, jusque-là minutieusement contrôlés par des groupes publics. Les domaines de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécoms seraient concernés. Les taux d'intérêt, les investissements étrangers, eux aussi, devraient être déréglementés. Et le gouvernement l'assure, les entrepreneurs privés seront encouragés. Résultat, nombreux sont les Chinois qui attendent avec impatience de voir l'impact de ces nouvelles réformes. J'espère que ces réformes vont cibler les bonnes choses, les bonnes personnes, pour que nous, les gens ordinaires, puissions vivre une vie heureuse, pour que la société reste stable et que les gens puissent tous avoir une bonne vie. Nous voulons réaliser nos rêves et voir notre famille heureuse, dans une bonne société, et tout ira bien. Des volets sociaux sont également au menu de ces réformes. Faciliter la mobilité entre les zones rurales et les grandes villes, mais aussi assouplir la politique de l'enfant unique ont été évoqués. Pourtant, amorcer trop de réformes simultanément pourrait leur ôter toute efficacité. Il ne faut pas s'attendre à ce que d'importants ajustements soient mis en œuvre sur tous les ministères en même temps. Si c'était le cas, il y aurait un vide à la fois politique et économique pendant une certaine période et il serait très probable que ces réformes-là ne fonctionnent pas. S'agit-il d'une transition d'une nation centralisée vers une économie plus occidentalisée ? Une chose est sûre, les réformes qui seront engagées ne remettront pas en cause la mainmise du parti sur le pouvoir. Alors, aucun risque de voir Pékin lâcher les rênes de son économie, mais en tout cas, il s'agit sans doute des réformes les plus importantes depuis une trentaine d'années. On attend évidemment l'application de ces mesures. Aucun calendrier précis n'a encore été fourni. Et on rejoint Jean-Joseph Boyau en liaison depuis Paris, agrégé de sciences économiques et sociales et docteur en économie. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes un spécialiste des économies asiatiques. Alors cette fois, on peut penser que c'est du sérieux, la Chine qui officialise sa transition vers un modèle économique plus libéral. C'était indispensable selon vous ? Écoutez, je crois qu'il y a quand même beaucoup de buzz qui est fait autour de ce document, qui est bien sûr très important, mais qui donne parfois l'impression que tout d'un coup la Chine irait vers du libéralisme économique, voire du libéralisme politique. En réalité, il s'agit pour les plus hautes autorités, notamment Xi Jinping, son équipe, de procéder à un ajustement graduel pour faire face à trois crises actuelles qui sont fortes. J'étais en Chine pendant 15 jours et j'ai bien vu le problème. La crise de l'emploi, beaucoup de diplômés ne trouvent plus d'emploi, la crise de l'environnement et enfin la crise de l'efficacité effectivement du marché. Donc c'est un document important, mais qui, à mon avis, n'indique pas du tout un changement de nature, en aucune façon, du régime économique chinois. C'est quand même la suite logique de ce à quoi on assiste depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président. On pense à la zone franche de Shanghai, qui est déjà un laboratoire pour ces réformes. Alors la zone franche vise essentiellement à cibler effectivement les marchés financiers extérieurs à la Chine, qui pour l'instant sont obligés de passer par Hong Kong, n'ont jamais réussi à pénétrer le système financier chinois, et donc on crée, 30 ans après la zone économique spéciale de Shenzhen, on crée là une zone économique, financière spéciale à Shanghai. Vous pensez que tout cela, c'est aussi peut-être une question de survie pour le Parti communiste chinois? Il doit adapter, faire évoluer ses méthodes de gestion de l'économie, selon vous? Alors, survie pour le parti, oui, parce qu'en général, la légitimité du parti, je parle de légitimité politique, dépend de sa capacité à faire face aux défis économiques. Et comme il y a effectivement une économie qui maintenant, à $10 000 à peu près par habitant, est en train de passer à un nouveau régime de croissance plus efficace, avec moins de personnes, des salaires plus élevés, etc., il lui fallait absolument s'adapter. De ce point de vue-là, c'est lumineux. Il y a un document qui montre une orientation absolument essentielle pour la légitimité du parti. Et selon vous, la crise financière mondiale actuelle, elle accélère le transfert du pouvoir économique vers les pays émergents? On sait que la Chine est appelée à devenir demain la première puissance économique mondiale.
Alors, il y a effectivement une chose qui n'est pas assez mentionnée concernant ce document, qui est tout l'aspect à vocation externe, qui vise en réalité à préparer la Chine à assumer un statut de superpuissance à l'échelle mondiale, analogue à celui des États-Unis. Et de ce point de vue-là, l'équipe Xi Jinping se rend bien compte qu'elle ne peut pas être un nain économique et financier et prétendre à avoir un statut de superpuissance. Donc il y a effectivement tout un volet qui consiste à adapter la position internationale de la Chine sur le plan économique et notamment sur le plan financier. Un dernier point, en un mot, Jean-Joseph Boyau. On a appris aussi que la Chine veut réformer son mode de calcul du PIB qui est jugé dépassé. Là aussi, on veut se rapprocher des standards internationaux ? Non, on veut, je pense, arriver à mieux mesurer quelle est réellement la croissance et puis le PIB. Vous savez, quand vous avez 20% de surcapacité dans l'économie, vous avez dans vos calculs 20% de trop du PIB en réalité. Donc il s'agit pour les autorités chinoises de se rapprocher d'un meilleur calcul de ce qu'est l'économie chinoise aujourd'hui. Merci Jean-Joseph Boyau d'avoir répondu à nos questions. Allez, retour à présent sur l'un des temps forts de la visite de la délégation française au Proche-Orient. Hier, le ministre français de l'économie était à Rawabi, une nouvelle ville palestinienne qui est en train de voir le jour. Le marché palestinien veut séduire les investisseurs occidentaux. Le potentiel est là, grâce notamment, vous allez le voir, à la coopération avec Israël. Des protocoles d'accord ont déjà été signés. Explications et détails avec ce reportage signé Anthony Lesme qui a rencontré Pierre Moscovici. Commentaire Johanna Citruc. Rawabi, une nouvelle ville palestinienne, est en train de sortir de terre et c'est dans ce lieu que la délégation française de l'économie a choisi de se rendre pour rencontrer des entrepreneurs palestiniens. Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, nous explique les enjeux de sa première venue dans les territoires palestiniens. Le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut investir ici. Il y a des opportunités pour le futur. Il y a une population qualifiée. Le ministre me disait, ici nous ne sommes pas un pays pauvre, nous sommes un pays qui a des potentialités. Il faut aller dans ce sens-là. Et puis aussi coopérer de l'autre côté avec les entreprises palestiniennes. Je crois beaucoup à ça. Et je pense que nous devons être très offensifs et en même temps très solidaires. Les chefs d'entreprise palestiniens et français se rencontrent autour d'une table, se présentent et échangent sur des possibilités d'investissement. La France souhaite être davantage présente dans l'économie et notamment dans le secteur privé, pour des raisons économiques mais aussi politiques. J'ai été très frappé la semaine dernière, je recevais M. Bichara, le ministre des Finances, qui me disait, ces chiffres, je ne les connaissais pas, que 90% des échanges de la Palestine étaient faits avec Israël. Et là, il y a une capacité de marché évidente. Je pense que les populations, elles, des deux côtés de la frontière, aspirent à la paix. Et la paix, ensuite, c'est la coopération, c'est la création d'un marché. J'ai été frappé quand Shimon Peres, le président de l'État d'Israël, qui est un homme qui a une expérience historique énorme, citait hier, pour les relations israélo-palestiniennes, Jean Monnet. Jean Monnet, c'est celui qui a fait l'Europe. Et ce que j'espère, c'est que dans quelques années, il y aura ici un marché commun, une zone de libre circulation, dans tous les sens du terme, qui permettra le développement économique et qui permettra aussi à la population palestinienne de sortir des difficultés indéniables qu'elle connaît. Et ça, c'est aussi le message de la France. Petite visite dans la nouvelle ville. Rawabi est un projet de 6 000 logements capable d'accueillir 30 000 résidents. Une première en Cisjordanie. Une idée très ambitieuse, semée d'embûches et réalisée par ce businessman palestinien né aux États-Unis, Bachar Masri. Cette visite est très importante. Nous voulons montrer aux autorités françaises et à son secteur privé ce que les Palestiniens sont capables de faire et à quel point nous sommes enthousiastes. Et je ne parle pas de Rawabi seulement, mais de la Palestine et de ce que nous pouvons accomplir pour construire notre État. Monsieur Masri espère que les premiers habitants s'installeront d'ici 6 mois. Hier, c'est au siège de la présidence palestinienne, à Ramallah, que Pierre Moscovici et les autres ministres du gouvernement ont finalisé des protocoles d'accord pour un avenir économique meilleur et apaisé dans les territoires palestiniens. Voilà, et sachez que les hommes d'affaires israéliens et palestiniens pourront désormais régler leurs différends commerciaux dans une nouvelle zone neutre. Un accord a été trouvé hier sur la création d'un centre d'arbitrage à Jérusalem. Objectif, renforcer le commerce bilatéral qui atteint 4 milliards de dollars par an. L'initiative est soutenue par les autorités des deux parties. Et nous, on passe au Media Watch.
Les startups israéliennes ont l'occasion de faire à nouveau parler d'elles cette semaine. Aujourd'hui a lieu à Tel Aviv la deuxième journée de l'innovation Israël-France. On va parler, nous, d'un nouveau rachat par un grand groupe américain. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. Alors après Waze et Onavo, vous nous parlez d'un nouveau succès made in Israël. Oui, c'est Apple qui serait donc en pourparlers pour acheter la start-up israélienne PrimeSense pour un montant de 345 millions de dollars, environ 255 millions d'euros. C'est une information donc du quotidien économique israélien Calcalist. Alors PrimeSense, qu'est-ce que c'est ? C'est une société israélienne qui est spécialisée dans la détection de mouvements et dans les capteurs de vision 3D. Cette technologie a d'ailleurs déjà été utilisée par Microsoft pour mettre au point la fameuse Kinect, le capteur de mouvement de sa console Xbox. Pour l'instant, le rachat n'a été confirmé ni par Apple ni par PrimeSense, mais si l'information est juste, ça serait donc la deuxième start-up israélienne que le géant américain rachète, puisqu'en 2012, Apple avait mis la main sur Anobit déjà. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'Économie le Mac sur i24 News. L'info continue, restez avec nous.